je m'appelle Alice Moussele, je suis étudiante au campus Saint-Jean et jeune ambassadrice itinérante. Et pour la journée d'aujourd'hui, c'était vraiment une réussite. C'est vraiment une grâce. Et ça s'est bien passé. Je pense qu'on devait le faire souvent. C'est vraiment une très bonne chose pour notre jeunesse, pour que les jeunes s'instruisent, pour faire des relations aussi. Merci. Ouais, bonjour, mon nom c'est Elvis Birindois. Je viens de Brooks. Je présente l'association francophone de Brooks qui est à Brooks, en Alberta. Puis c'est une grande faveur d'être ici aujourd'hui. Et j'ai appris et j'ai apprécié. Et je sais que ça va continuer comme ça. Le fait que nous, les jeunes descendants d'Afrique, on est là, puis on ne va jamais abandonner. C'est des trucs que j'ai appris de ma vie. Puis moi, je veux en continuer et je vais toujours en parler et j'en suis fier. Le fait que nous, comme jeunes descendants d'Afrique, on est là, puis on va toujours être là pour les autres. Puis avec cette conférence, j'ai appris trop de choses que je ne m'attendais même pas à y savoir. Mais je sais que ça continue comme ça m'a encouragé et je sais que je vais y arriver. Et ça m'a donné le courage d'adresser aux autres gens francophones, jeunes, descendants d'Afrique. On est là, on est ensemble. Puis je remercie la AGFA de nous avoir donné l'opportunité d'arriver aujourd'hui. Pour cette opportunité, on les remercie beaucoup. Bonjour, je m'appelle Omar Socrate de Calgary. Aujourd'hui, j'étais à ce événement de l'Alliance de famille jeunesse de l'Alberta Society et j'ai vraiment appris beaucoup aujourd'hui. J'ai appris à propos du racisme qu'il y a dans le Canada et comment le combattre. Et moi, venant du Calgary, je suis avec une organisation qui s'appelle PIA, Portail de l'immigration association. Puis on fait des programmes avec des jeunes pour les aider à s'intégrer à Calgary. Bonjour, moi c'est Suleiman. Je suis jeune ambassadeur itinérant de Edmonton. Je suis venu ici à cette conférence aujourd'hui pour j'ai appris, j'ai appris en tant que jeune noir et jeune africain. J'ai vu des choses, j'ai appris des choses et j'encouragerais tout le monde, jeune, africain, n'importe quelle race, de participer à ce genre de conférences et puis pour apprendre de nouvelles choses. Maintenant, juste pour parler un peu plus de notre projet Jamit, qui est un projet qui a été fait par des jeunes. Et j'espère qu'on va avoir l'occasion de voir plusieurs jeunes qui vont participer à nos activités pour changer. Je pense qu'en tant que jeune, et en tant que jeune, surtout jeune noir, c'est plus beau de pointer du doigt des gens, mais je pense que pour nous, en tant que jeunes, il faut prendre des actions au lieu juste de parler et puis de pointer du doigt pour dire je veux faire ça, je veux faire ça. Il est temps pour nous, ici, en 2018, il est temps pour nous, en tant que jeunes, de prendre action et d'essayer de changer l'avenir. Parce que c'est nous qui vivons l'avenir et c'est nous l'avenir. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Inès Bérindois, le nom de la famille. Je suis née, presque grandie au Congo, mais je suis passée à Montréal pour venir ici en Alberta. Nous, ce qu'on voulait demander ou suggérer plus au gouvernement, c'est soutenir notre association francophone de Brooks, parce que cela nous facilite, comme nous les jeunes, au moins d'avoir un lieu où on peut s'épanouir encore ou encore faire encore des amis. Comme notre ville est trop petite, on n'a pas assez d'opportunités comme dans les grandes villes. Donc si on suggère aussi plus, si on peut avoir encore ce genre de conférences, comme ce qu'on vient de participer aujourd'hui, aussi à Brooks, ça nous fera aussi plaisir parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voulaient participer ou encore en profiter, mais malgré, c'est à cause que moyen aussi, c'est 5 heures de route, donc ils ne ont pas profité. Donc on suggère et on demande encore si on peut avoir ce genre de conférences aussi, ou s'il y a des gens qui viennent de quelques villes pour nous venir nous rencontrer, nous parler et connaître c'est quoi nos défis. Comme ça, le gouvernement aussi peut améliorer et nous aider comme nous les jeunes. Et aussi à propos des études, ça je vais plus souligner parce que beaucoup, nous les jeunes noirs, on n'est pas vraiment bien informés. Quand on rentre ici, d'abord tu parles français et aussi tu dois aussi apprendre l'anglais. L'anglais c'est pas ta langue, donc tu commences à apprendre. Il faut qu'il soit plus patient avec nous.
parce que premièrement, ce n'est pas notre langue. Donc, on ne peut pas s'exprimer facilement et directement comme les autres. Et il demande de nous informer à propos des choix des cours, parce que, comme moi, je peux le témoigner, j'étais en 12e année. J'avais complété mon diplôme à Montréal, mais en arrivant ici, il fallait que j'ai fait encore presque 2 ans au secondaire pour compléter les cours qu'il me faut pour aller à l'université. Et manque de ça aussi, on n'a pas reçu l'université, même le collège, dans notre petite ville. Cela fait que beaucoup de jeunes ne s'épanouissent pas. Donc, on demande merci beaucoup pour cette occasion parce que ça nous permet et ça nous instruit encore plus. Je suis sûre et certaine que j'ai gagné quelque chose aujourd'hui que je vais partager avec nos jeunes et mes frères et sœurs de Brooks. Merci beaucoup. Je m'appelle Nancy Nyota, je suis avocate à Gatineau, je suis membre du barreau du Québec. Et donc, je suis ici aujourd'hui en Alberta dans le cadre de la journée de la célébration des personnes d'ascendance africaine. Et je devais intervenir sur comment, au fait, le gouvernement pouvait assurer l'égalité de tous devant la loi, mais également comment la violence policière et comment on peut mettre fin en fait à la violence policière. Ça a été très intéressant. Il y a des jeunes qui sont impliqués ici. Il y a beaucoup de services qui sont mis en place pour les jeunes. Mais une chose est sûre, le racisme existe au Canada de façon générale. Peut-être pas au même niveau que dans d'autres pays, mais on ne peut pas faire abstraction du fait que ça existe. Puis il faut en parler. Il faut sensibiliser les gens. Il faut en discuter, banaliser l'information, puis également en même temps, on ne peut pas tout mettre ce fardeau-là sur les épaules du gouvernement, mais nous aussi en tant que personnes d'ascendance africaine, on a notre part de responsabilité à faire. Donc voilà pourquoi j'étais ici. Ça s'est super bien passé, il y a eu une bonne interaction, il y a eu une bonne représentation du gouvernement. Tout ce qu'on espère maintenant, c'est que ces recommandations-là puissent être prises en compte et que quelque chose sorte de cette présentation, de cette conférence. Donc voilà la raison de ma présence ici. Merci beaucoup. My name is Cynthia Baca and I'm representing the Girls of Power. Girls of Power is an organization run by Nancy Nyota, where she's taking the young women and she has little forums for us. Every couple of weeks we have different subjects to talk about, targeting young women, what we can do to make things better. So coming here and learning about racial profiling, learning about things that implicate us directly was certainly a reason why I decided to come. It was great. I loved it. We were able to voice our opinions. It was interactive. We were able to engage with the speakers, give our opinions, hear their feedback, and together kind of come up with a good conclusion of what we think should happen, our own answers, the government's answers, everything. So it was a great experience. I really hope that it will continue in the future and in different cities, because here we're in Alberta. We are from Gatineau, Ottawa. So definitely we would like to see that in different cities, just letting people know about what's going on in our country. Although people don't think it exists in our country, it's really important to let people know that there are resources that they can see and they can come to. Thank you. Merci à Alta TV. Je suis M. Luketan Pindou, le directeur général de l'Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta Society. Nous venons juste de terminer notre événement culturel jeune et dialogue interculturel dans le cadre de la décennie des personnes d'ascendance africaine. Vraiment, ça a été un succès, disons, par rapport à l'audience qui était là, et puis par rapport aussi aux témoignages des jeunes que nous avons eus, par rapport aussi aux allocutions des membres du gouvernement, et aussi par rapport aussi à la présentation de notre conférencière principale, Maître Nancy Nyota. Alors, vraiment, ça a été bien et c'est bien parti. Il y a eu des discussions sur les profilages raciaux
la police a fait sa présentation et les membres de la communauté ont posé toutes sortes de questions. Il y a eu aussi la sensibilisation sur cette décennie des personnes d'ascendance africaine et nous avons conclu que nous allons mettre en place des actions concrètes que nous reviendrons d'ici 2024 pour évaluer ça et donner vraiment des bons résultats à nos jeunes africains francophones de l'Alberta. Et pas seulement d'Edmonton, je dis bien de l'Alberta. Calgary, Brooks, Fort McMurray et partout. Alors nous sommes fiers de nos jeunes qui sont venus de partout, de Brooks, de Calgary, pour vraiment participer à cette rencontre d'aujourd'hui. Un grand merci à tous les participants, à nos jeunes ambassadeurs itinérants qui ont fait en sorte que cet événement puisse se réaliser et puis aussi terminer en succès. Je remercie Alta TV de sa participation ici et je remercie tout le monde et qu'on continue à travailler dans le cadre de la diversité canadienne. Je vous remercie. Le profilage racial. On a entendu l'intervention de la police qui dit « vous ressemblez à quelqu'un ». Est-ce qu'aujourd'hui, nous, Noirs, on va aussi assumer, on va prendre notre part de responsabilité parce que c'est très bien de pointer du doigt, de dire que la police fait ci, la police fait ça. Est-ce que nous, Noirs, nous ne sommes pas en train de subir les conséquences de ceux qui sont passés avant? Est-ce qu'on n'est pas en train de subir les conséquences? Parce que, écoutez, c'est aussi simple. Si je vous vois dans la rue, je dis « vous ressemblez à mon frère », c'est parce que j'ai un frère qui vous ressemble. Si je vous vois dans la rue, on me dit « vous ressemblez à quelqu'un qui a été incarcéré ou quelqu'un qui a été recherché », c'est parce que j'ai ce quelqu'un-là qui a été incarcéré, recherché, qui a fait quelque chose et qui est en prison. Et les statistiques, comme l'a dit monsieur Lukieta, on est 3% de la population partout au Canada. Mais comment on explique le fait qu'on se retrouve à 10%, merci, dans les prisons? Tout ça, c'est toujours du profilage racial. Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps, dans le cadre de la décennie, de la célébration des personnes d'ascendance africaine, qu'on prenne nos responsabilités, qu'on réalise qui nous sommes et que nous puissions faire un effort et prouver qu'on est capable de mieux? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Donc, dans cette optique-là, je pense que oui, il y a eu j'ai des recommandations, comme j'ai dit, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Puis je suis très contente de voir que la police est là avec nous. J'espère que, M. Lukieta, vous allez faire quelque chose pour le transmettre et faire quelque chose avec ça. J'encourage déjà ce que vous êtes en train de faire, mais je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Il y a du travail à faire du côté du gouvernement, parce qu'il y a des lois, il y a l'impunité au niveau des forces policières, c'est sûr, par rapport à ceux qui font du profilage, mais nous jeunes, nous, personnes d'ascendance africaine, on ne peut pas juste s'asseoir et dire jouer la carte de la victime. Ça ne marche pas. On doit prendre nos responsabilités, faire ce qu'on a à faire pour qu'on puisse se rencontrer à un certain niveau. Le Canada, on l'a entendu, moi j'ai été en France, en effet, et on ne peut pas comparer le niveau du racisme ou de la discrimination qui est faite en France et au Canada. Mais on ne veut pas non plus que le Canada devienne comme la France, par exemple. Il n'y a pas plus longtemps, il y a 2 ou 3 jours, j'étais en train de suivre le journal de TV5, où en Allemagne, il y a eu une manifestation où les Allemands se sont levés pour protester contre la population immigrante. Ils se sont levés et ils ont dit que la population immigrante est une menace pour leurs enfants. Est-ce qu'on veut que le Canada atteigne ce niveau-là? On va s'asseoir, on ne va rien faire. Je pense que la responsabilité quant au profilage racial est partagée et que chacun doit faire sa part pour que nous puissions tous vivre en harmonie dans cette société canadienne. Donc, dans le cadre des recommandations, premièrement, ça passe par la sensibilisation. La sensibilisation pour tout et à grande échelle. Comme je l'ai dit lors de ma première question, il faut banaliser la chose. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais été arrêté que ça n'existe pas.
Vous savez, donc il faut en parler dans les écoles, en parler sur les réseaux sociaux, en parler avec le programme qui est mis en place par la police. Il faut en parler, éduquer la population, éduquer la police, parce que une fois que la police va comprendre que les Noirs, en fait, ils ne sont pas tous pareils, et qu'il y a des Noirs qui ont quelque chose dans la tête, ben, je pense que l'appréhension sera différente. Donc, il faut établir cette relation de conscience-là. Il faut conscientiser les personnes en autorité sur l'existence des différences, d'autant plus que le Canada prône le multiculturalisme. Donc, c'est sûr que ce problème-là est présent et il faut sensibiliser toutes les personnes qui sont supposées nous protéger, qui puissent tous nous protéger et au même niveau. Il faut créer des programmes, favoriser l'inclusion en créant des programmes inclusifs de minorités visibles. Là, je vous parle du rapport de la Commission de droits des personnes. Il y a certaines recommandations qui ont été faites justement parce qu'à Montréal, le problème est flagrant. Ils ont fait une consultation, puis ils ont fait un rapport avec plusieurs recommandations. Des fois, ça ne sert à rien de recréer la boucle. Regardez, il y a plusieurs commissions. Il y a la commission des droits des personnes à Montréal, au Québec, en Ontario, en Alberta. Essayez de trouver une certaine forme d'unifier tout, ou d'avoir une concertation de toutes ces commissions-là, voir qu'est-ce qui a bien fonctionné dans une province, essayez peut-être de l'impliquer dans l'autre province. Ne pas attendre que le problème s'empire pour commencer à savoir comment rebondir. Il faut également lutter contre la pauvreté dans la communauté noire. C'est sûr que si nos jeunes se retrouvent des fois dans la rue, c'est parce que bon, la pauvreté, ils en parlent, ils ne peuvent pas aller dans des sports, ils ne peuvent pas forcément avoir accès à tout ce que les autres ont, donc forcément, ça les sépare ou ils se discriminent, comme a dit mon jeune frère de l'autre. Sur ce monde, non seulement qu'il a voulu récupérer les jeunes et les engager socialement pour les motiver vers un avenir qui était plus, comment dirais-je, qui était plus plein d'espoir, il a aussi commencé la question de prévention du crime. Ceci lui a conduit vers une collaboration avec le système judiciaire, le système pénal dans la ville. Et ça, c'était une grande ouverture pour tout le monde. Pas tout le monde pouvait le suivre, mais il a ouvert des portes qui aujourd'hui ont pu vous accueillir et vous lancer dans ce nouveau programme d'ambassadeur itinérant. Alors, je vous félicite, monsieur, et je félicite l'AGFAS et je lui souhaite beaucoup de succès dans le monde. C'est pas fini. C'est pas fini. J'ai un mot que j'aimerais dire, surtout, aussi une réflexion, surtout à la jeunesse présente ici. En dépit de toutes nos différences, de difficultés qu'on avait, l'AMFA était la première société de s'être lancée dans l'élimination de la discrimination raciale dans la ville d'Edmonton. J'étais moi présente dans cet organisme et pendant tout le mois de mars, on commençait, au début c'était le mois de mars, c'était pour souhaiter, pour célébrer avec le reste du pays l'élimination de la violence contre les jeunes à Soweto en Afrique du Sud. C'était une grande manifestation à la municipalité. Et puis, nous autres, on faisait des visites dans des écoles pour sensibiliser tout le monde à cette situation elle-même, dont beaucoup de personnes ignoraient. Et puis, en tout cas, c'est un projet qui continue et il y a eu beaucoup de personnes de la communauté africaine et d'autres qui ont participé à ce programme. Il y a eu des films qui ont été tournés sur la communauté et il y a eu aussi beaucoup de publications. Deuxièmement, l'AMFA, encore une fois, par des personnes comme vous, moi et de toutes ces origines que j'ai mentionnées, nous avons jugé bon de célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Et c'était la même chose, en dépit de ce que je suis, de ce que je représente. Je suis allée dans plusieurs écoles de la ville, francophones aussi bien qu'anglophones.
On était invités, ça je dois dire. Quand on a commencé à faire ce genre de programme, on était toujours invités. Mais de ce que ça nous coûtait de le faire, je crois que personne n'essayait de comprendre. En tout cas, j'y allais et on parlait. Et dans la plupart de ces présentations, tout en parlant et essayant d'éliminer la discrimination raciale ou la répression telle que les écoliers avaient souffert à Soweto, on invoquait la mémoire de certaines personnes comme Gandhi, comme Mandela, comme Nyerere de Tanzanie, comme M. Martin Luther King aux États-Unis, qui est vivant quand même. En invoquant ces personnes, ce n'était pas juste pour démontrer que nous étions au courant de l'histoire. Ça, c'est déjà important. Parce que très souvent, quand j'allais dans les écoles, les personnes ignoraient que ces personnes avaient existé. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? It was worse when we first came. You have the group here, you have the people here with the education, you have people here who are in different structures in the society, and we should embrace it and understand where we figure out in this whole Canadian society. So don't go and show up to vote. Go and show up when they are choosing the person to represent you in the party. Know which party has a stronghold in which community. So the NDP here, the PC there, the Liberal there. Make sure that you go in and get somebody that you could consider helpful to you in each jurisdiction. Not when they've selected the person to represent you and have to go and vote on voting day. When they're choosing the candidate, you have to be strategic. And when they're choosing the people for the school board, you have to be strategic. So do I have a question for you? I'm just giving you a synopsis of my experience. And sometimes it's important when we have events like this to bring the others, somebody who can represent the communities who were here before, so they can give you, so you're not going out there reinventing the wheel. Okay? C'est vraiment touchant. Somewhere entre 1999 and 2002, when my prepubescent body was making me aware of what it means to transform, I learned English. Scientists say this is the approximate age limit where the tongue, la langue, becomes ripe enough to retain and acquire a new language, but I wonder if they ever considered survival to be the only catalyst needed for new diction. Vous voyez, depuis quelques années, je cherche à adoucir la trahison commise envers ma langue maternelle depuis que l'anglais m'est devenu maître. Et à force d'abandonner Petit Robert, Larousse et Becherel, j'ai laissé cette nouvelle langue m'apprivoiser. Et tant qu'immigrante, chaque région vécue m'a montré une autre façon de s'adapter. Montréal taught me that if you want to show your alliance to the French-Canadian land, you must stitch a la to the last word of each sentence. But not like bébé la la, not like la like where, just la, la. Like this unnecessary appendix to prove that je suis aussi Canadienne. Alberta, first province to show me how to tuck my French in and wear English like second skin, et c'est drôle à penser à reformuler la prononciation de certains mots. Alors, I reconstructed mes consonnes into consonants, mes voyelles into vowels, parce qu'il faut s'accommoder à la majorité, et angliciser le français et non pas franciser l'anglais. For English-speaking people, you can't say déjà vu, no, you must say déjà vu. They won't understand croissant, you must say croissant. Even if the t is supposed to be silent. We stoop to the ill-informed to be understood. Mask the cringing of our faces, hide the multiple eye rolls. And I know some of you are probably thinking, okay, this is a French snob. Well, it's a quarter
French snob and 3/4 aftermath of an immigrant who succeeded in Rome, mastering what Romans do, toute une carcasse, I mean an entire carcass, je veux dire, byproduct of assimilation. Et ça, pour les immigrants, ça veut dire survivre. And to survive is to dilute the thick from our accents lest they taste the shores from which we came. God forbid they discover your accent si complexe pour eux qui vous traitent différemment. Alors don't blame me, like chameleons. Or the side effect in making a foreign language home is this amnesia that sinks in. Petit à petit, avec perte d'appétit, on plie notre locution dans la garde-robe de nos souvenirs. And like falling dust on still objects, our tongue becomes this bedridden body with no muscle memory, stuttering its way back to the part of us that once thrived, attempting to reconcile the authentic that became secondary. Et maintenant, je m'y trouve dans ce grenier, comblé d'incertitudes, espérant de pouvoir bien porter ses habits. Wow. Bonjour tout le monde. Nous tenons d'abord à remercier à JUFAS pour nous avoir invités. Nous sommes dans la délégation de Brooks. Je suis avec mademoiselle Inès et Inès qui vont vous parler un peu de défis et surtout des opportunités qu'il y a à Brooks. Mais avant de commencer, je sais que beaucoup se demandent où se trouve Brooks par exemple, parce que ce n'est pas une grande ville. C'est vraiment une petite ville d'environ 20 000 habitants. Donc, c'est d'environ 20 000 habitants, est-ce que vous me comprenez bon. Et avec plus de 90 communautés. Donc, il y a beaucoup d'Africains, il y a des Somaliens, il y a des Tanzaniens, il y a des Congolais, donc, et il y a aussi des Syriens. Donc, c'est une très grande communauté. Malheureusement, à Brooks, il y a seulement, bon, l'employeur qu'on a là, c'est JBS Food. Donc, c'est une ville qui est centrée sur une seule compagnie. Ce qui rend peut-être la ville un peu difficile, parce que tout le monde se fixe vraiment sur ça. Et les rôles qu'ils font, c'est plutôt l'histoire de viande là. C'est le travail de warehousing pour les anglophones. Mais Dieu merci, parce qu'à Brooks, il y a une maison qui accueille tout le monde, c'est l'association francophone de Brooks. Et ça a comme rôle d'aider les immigrants, donc francophones ou même anglophones, avec les activités parascolaires. Et maintenant là, bon, Inès va vous parler maintenant des défis et surtout aussi des opportunités qu'il y a à Brooks. Tu peux être à l'école, mais c'est très difficile de faire des amis. Parce que d'abord, tu es la couleur noire, je peux dire. Ça aussi, ça fait que tu es comme, elle vient d'où ça? Donc, même ton accent, ça prouve que non, tu n'es pas d'ici. Ça te fait que tu es très indifférent des autres. Mais ça aussi, ça nous fait qu'on n'avance pas. Parce que si tu veux avancer, mais tu vois, comment je vais m'introduire, comment je vais commencer pour m'en sortir aussi. Mais avec ça aussi, ça crée beaucoup de vagabondage. Beaucoup de jeunes, ça circule. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, si moi, comme mon rêve, je voulais être comme je peux dire Ness, mais je n'arrive pas à arriver là-bas parce que j'étais bloquée ou j'étais victime à l'école. Ça fait que ça freine que j'avance pour arriver à mon objectif. Dans nos foyers, c'est encore la guerre entre papa et maman qui ne comprennent pas eux aussi comment s'en sortir. Les peu d'argent qu'ils gagnent avec les pièces est concentré pour payer les loyers, des factures, un peu de notre survie. Au cours de la guerre qui passe encore et vient s'ajouter la déception due au chimie. Projet irréalisable et aux difficultés liées au travail très physique. Ainsi, nous ne retrouvons pas une situation où personne n'est capable de nous aider. Comme nous, on vient ici, mais on a aussi la famille en Afrique. Des parents peuvent travailler à JBS, peuvent gagner, disons, $1100 chaque 2 semaines.
Mais il faut payer les loyers, il faut payer ça, il faut payer ça, aussi la famille qui vient après. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour que nous, les jeunes, on s'améliore encore, pour qu'on avance dans nos projets. Comme pour payer les gyms, salles d'activité pour les jeunes, il faut payer $54 par mois. Beaucoup de jeunes n'ont pas 54 pour payer le gym. Donc il faut commencer maintenant à marcher. C'est là qui crée beaucoup de vagabondage, surtout dans notre petite ville à Bloc. Si tu dois payer 54 et envoyer 50 en Afrique, tu dois faire quoi? Tu dois d'abord envoyer en Afrique. Donc ça c'est bien. L'année prochaine, mois prochain, on va faire ça quelqu'un fois. Là, je laisse Elvis qui va ajouter encore pour nos recommandations. Donc c'est lui qui va conclure aussi. Moi, je la félicite. Je ne pense pas qu'elle allait s'en sortir. Ouais, comme on dit, mon nom c'est Elvis, c'est ma soeur et mon grand frère. On vit tous des proches. Moi, j'ai grandi à Montréal. À Montréal, quand je suis arrivé, je veux dire, c'était pas facile. Je veux dire que tu parles français. Puis, tu sais que tu peux le faire. Si tu as ton projet, tu dis que tu veux devenir, je sais pas, docteur, quelque chose comme ça. Mais en arrivant, tu dis, oh, tu as la francisation. La francisation, peut-être que tu ne parles pas le français, mais je veux dire, tu ne parles pas le français, mais tu es bon en maths, tu es bon en sciences. Face à ça qui est supposé de durer 6 mois, on te fait laisser là-bas pour 2 ans. Pendant que tu es bon en maths, tu es capable de t'en sortir en maths ou en sciences. Puis que ça, j'ai vu ça arrive trop au noir. Puis c'est toujours une chose qui m'énervait tout. Alors, nous, arrivés en Alberta, je n'ai pas trop vécu ça. J'ai vu que, moi, il y avait des organismes qui encourageaient les jeunes, il y avait des organismes qui étaient là pour les jeunes, pour les encourager à suivre leurs rêves, comme l'association francophone des Brooks, comme la GFA, des trucs comme ça. On vous encourage, on vous dit merci d'abord et on espère que ça va continuer, c'est pas juste pour notre génération, mais surtout les autres qui viennent après nous. On a des recommandations comme dire, on aimerait que le gouvernement continue à nous aider. Puis c'est pas juste parce que nous on est noirs, on est en train de regarder juste les noirs, et tout le monde regarde bizarrement. Non, c'est pas juste ça. C'est la fait qu'on a des projets, on a des défis à faire. Puis c'est juste qu'on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas où là on commencer. Mais si le gouvernement continue à aider les organismes comme la GFA, francophone de Brooks, ces trucs-là, ils vont nous aider à devenir, à réaliser nos rêves. On aimerait surtout qu'ils concernent pour tous les jeunes. On ne veut pas devenir des vagabonds. On a des rêves à suivre. Mais disons qu'on a des rêves à suivre, mais on a besoin de quelqu'un aussi qui veut nous aider. Quelqu'un qui va nous réveiller. On est endormi. Puis, je peux dire ça à nos parents ou ça à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être mon père pour me dire, je vois que tu vois comme ça, tu vois ça. Puis j'aime pas ça, je sais que tu peux faire quelque chose, tu peux devenir quelqu'un dans la vie. Déjà comme ça, c'est ça que on veut. On vous remercie vraiment beaucoup. Puis on sait que vous allez continuer à nous aider. Notre chemin, notre courage de venir jusqu'ici, c'est pour une raison. On est venu ici pour apprendre, puis on a pris. Je vous remercie aussi beaucoup. Puis je compte aussi trop sur vous. C'est pas juste moi, je parle au nom de tous les jeunes, l'association. On a des rêves à réaliser, mais on n'a pas quelqu'un pour nous élever, on n'a pas quelqu'un pour nous réveiller. Vous que vous avez déjà vécu trop de trucs, vous avez fait des bonnes choses, vous avez eu vos rêves, c'est réalisé. Ça n'a pas été difficile. Peut-être ça a été difficile, mais vous étiez là. Vous avez fait l'effort pour devenir là où vous êtes aujourd'hui. Et pour nous, on veut des gens comme ça. Des gens qu'on pourrait regarder et dire, ah, elle a fait ça. Ça va venir. Peut-être ça peut prendre longtemps, ça peut prendre 10 ans, mais pourquoi elle n'est pas moi, je peux arriver là-bas. On vous remercie beaucoup, puis tout ce qu'on vous demande, c'est arriver jusqu'au gouvernement et donner et dire
Peut-être moi je peux le dire maintenant, mais je ne suis pas arrivé jusqu'au gouvernement en disant que oh, moi je veux ça, je veux ça. Mais il y a des gens qui sont avancés plus que moi. Et je sais que vous êtes capable de le faire. On compte sur vous. On compte sur vous. Nous jeunes, descendants de la rue, on veut devenir des affaires de la police, des trucs comme ça nous dérange trop. Ça me dérange. Moi, ça ne veut pas dire que je porte un chapeau, ça veut dire que je suis restant ou je suis bandit. La drogue, moi, je ne connais pas. Mais le fait que des pauvres n'ont capuche, quelque chose comme ça, ça veut dire que ces gars-là est déjà bandit. Je ne connais pas. En vrai, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amina. Je présente aujourd'hui le portail de l'immigrant en Alberta. C'est une association non lucrative, c'est le PIA. Donc je vais vous donner pour ne pas prendre beaucoup de temps pour les jeunes. Donc je vais parler un peu donner une idée pour c'est quoi le PIA. Donc le PIA c'est une association à but non lucratif basée à Calgary, en Alberta. Donc sa mission, c'est faciliter l'intégration communautaire et socio-économique des francophones issus de l'immigration et installés à Calgary. Donc le PIA, il organise plusieurs programmes. Par exemple, il y a des programmes pour les jeunes de 9 ans à 15 ans. Par exemple, des activités parascolaires du lundi au jeudi. Il fait aussi le camp d'été du mois de juillet et août. Il y a des rencontres éducatives, sportives, artistiques et culturelles. Il y a aussi des sorties et visites de groupe pour les jeunes. Il y a aussi des programmes donnés aux femmes. Par exemple, des cafés-rencontres, cuisine communautaire, ateliers thématiques, sorties familiales et célébrations, par exemple la journée internationale de la femme. Il y a aussi des collections communautaires, comme des soirées interculturelles, comme la fête de Noël, célébration du mois de l'histoire des Noirs, tournois soccer multiculturel et aussi Franco-Festival. Maintenant, je vous présente deux jeunes. J'ai Socrate et j'ai Rebecca Kebengel qui vont présenter des défis et les obstacles qu'ils ont vécu et quelles sont les solutions pour éviter ces obstacles. Merci. Bonjour tout le monde. Avant tout, je voudrais remercier l'AJFA pour m'avoir invité aujourd'hui. Je suis venu très jeune à Montréal et j'avais presque pas de soucis au point de la langue parce que je viens du Maroc. C'est un pays dans l'Afrique du Nord et le deuxième langage du Maroc, c'est le français. Alors, toutes les activités, les matières à l'école à Montréal étaient en français, alors c'était parfait pour moi. J'ai fait beaucoup d'amis et j'ai trouvé tout facile. Mais après 4 ans, ma famille et moi nous sommes déplacés à Calgary. Et en premier, j'ai cru que c'était facile de s'adapter à ce milieu anglophone. Mais ensuite, étant donné que la langue du milieu était différente du français, j'ai eu des obstacles dans ce nouveau milieu d'accueil et surtout à l'école. Alors pour communiquer avec mes pairs, c'était vraiment frustrant et intimidant parce que je devais trouver des mots corrects et les bien prononcer. Et il y avait des gens qui se riaient de moi et disaient « Regarde, il ne peut même pas prononcer des mots, il ne peut pas faire de la communication avec nous ». Et aussi, c'est pas juste avec les gens, mais aussi dans les matières. Alors, dans Montréal, j'étais bon dans les sciences et l'étude sociale. Et quand je suis venu ici, je devais apprendre tout en anglais. Et l'école où est-ce que j'ai allé en 7e à 9e année, c'était tout en anglais. Alors, j'avais pas d'amis francophones ou une communauté d'attache à qui je pouvais m'attacher pour la francophonie. Alors, j'ai fallu fournir beaucoup d'efforts et afin de pouvoir m'adapter et m'intégrer à Calgary. Pour pallier à cette barrière, le bénévolat était une de mes meilleures solutions. J'ai participé à des activités en tant que bénévole afin d'améliorer mes capacités langagières en anglais, connaître mon milieu et faire des amis. Pour construire un sens d'appartenance et sortir de mon isolement, j'ai
le bénévolat au sein de la communauté francophone a été d'un grand apport. C'est ainsi que j'ai pris contact avec le portail d'immigration association, le PIA, qui a pour mission aider les jeunes francophones à mieux s'intégrer en rencontrant d'autres jeunes francophones et comme moi, et ensemble se sont à l'aise et bien entourés. Par exemple, j'ai fait du bénévolat dans le camp d'été. J'ai un certificat avec le PIA et j'ai eu l'expérience de faire des jeux avec des petits, aller beaucoup de sorties. Alors on allait à la piscine 2 fois par semaine, on est allé au zoo, à Fort Calgary, c'est un site d'histoire, site de sciences. Alors on a fait vraiment beaucoup de sorties. J'ai fait aussi du parascolaire où j'ai pu organiser le jeu de soccer. Et juste le mois dernier, j'étais au Franco Festival et j'ai pu apprendre beaucoup à propos d'autres communautés de l'Afrique francophone, comme le Congo, le Sénégal, le Mali. J'ai pu apprendre à propos de leur histoire, que j'ai vraiment aimé. Et ayant vécu ces obstacles de langage, je me rends compte à quel point cela peut frustrer et même conduire certains jeunes à se sentir marginalisés et perdre l'estime de soi. Ce bénévolat au sein de PIA m'a aidé à découvrir la culture du milieu et socialiser avec d'autres jeunes francophones et non francophones. Et l'importance d'avoir les associations francophones qui s'occupent des jeunes est devenue évidente pour moi. Merci. Bonjour, je m'appelle Rebecca. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rebecca Kabengele. Bonsoir. Et j'espère que vous allez bien. Alors, mon nom c'est Alice, je suis étudiante au Collège Saint-Jean et je suis ambassadrice itinérante. Alors, le sujet c'est sur le vécu des jeunes francophones africains noirs vivant dans la région d'Edmonton. Obstacles et pistes d'amélioration. Il nous a été demandé à cette belle occasion de la cérémonie de la décennie des personnes d'ascendance africaine de réfléchir sur la question des jeunes, des jeunesses et du dialogue interculturel. Et plus précisément sur les obstacles que les jeunes francophones africains noirs rencontrent à leur vécu dans la région de Congo. En même temps, essayer de proposer des pistes d'amélioration. En guise de préambule, je reconnais les caractères singuliers et particuliers de l'expérience de chacun. En même temps, je partage l'opinion selon laquelle cette singularité n'empêche pas une certaine généralisation de la question, aussi longtemps que vous pouvez constater une certaine interjection entre ces vécus singuliers. Cela étant dit, je pense que les jeunes francophones africains noirs vivant à Edmonton rencontrent des défis suivants. La langue, les études, la mauvaise gestion de la liberté et les problèmes familiaux, bien sûr. La langue courante à Edmonton est l'anglais. Alors que nous, les jeunes francophones, venons pour la plupart, si pas tous, des pays qui ont pour la langue officielle le français. Ici, il est de préciser que nous, les Africains, avons déjà plusieurs langues avant d'apprendre le français. Ainsi, la première difficulté pour nous, c'est d'apprendre le français. Alors la deuxième année, quand nous arrivons à Edmonton pour apprendre l'anglais. Et ceci n'est pas facile du tout. C'est un handicap pour une adaptation et surtout pour la communication, car tout ici est en anglais. Ces défis deviennent sérieux quand on atterrit à Edmonton à un âge bien plus avancé, car il est approuvé que l'apprentissage de la langue, à un certain âge, n'est pas chose facile. La langue ne touche pas seulement la communication, mais aussi et surtout les études. Nous faisons allusion ici au système éducatif. Le système que nous rencontrons est bien différent de celui que nous avons vécu en Afrique. Ainsi, l'adaptation ne va pas du jour au lendemain. Elle exige un certain nombre d'efforts considérables. Heureusement, l'obstacle des études trouve un certain soulagement grâce aux écoles francophones et au campus Saint-Jean, pour ne citer que ceci. Le troisième défi précité est la mauvaise gestion de la liberté. Contrairement à nos pays d'origine, pour la plupart des pays d'Afrique noire, le Canada est réputé comme pays de liberté comme bien d'autres pays occidentaux. Alors, il est un fait que les jeunes noirs qui arrivent à Edmonton découvrant la vie ici
Et les décrets de la liberté se sentent plus libres de faire ce qu'ils veulent, sans tenir compte quelquefois de leur propre éducation. Ceci produit parfois des conséquences très fâcheuses. En plus de cette mauvaise gestion de la liberté, nous avons susmentionné le problème familial. En effet, tous les jeunes noirs qui immigrent à Edmonton ne sont pas toujours accueillis par leurs propres familles restreintes. Pour certains, les parents restent en Afrique. À cet effet, les familles d'accueil, souvent des familles élargies, ne facilitent pas toujours l'intégration jeune migrants. Ces conditionnements peuvent être objet de plusieurs problèmes pour les jeunes migrants. Ainsi, face à quelques obstacles épinglés, je soutiens comme solution vive et pleine intégration dans la communauté. Pour ce faire, je recommande l'amitié, l'intégration au sein des organisations favorisant l'intégration dans la communauté, à l'occurrence de la GEFAS, le JAMIT, projet qui aide les jeunes à vivre en harmonie avec tout le monde. De plus, reconnaissant que l'intégration n'est pas du tout facile, j'en appelle à la patience. La langue, l'adaptation vient petit à petit avec le temps. À titre illustratif, lorsque l'université vous recommande de reprendre quelques cours, une attitude d'obéissance et de soumission est très capitale dans ce cas. Car plus tard, vous finirez par récolter les fruits de ces sacrifices. Aussi, ne jamais perdre à l'esprit les raisons d'être de votre immigration, en saisir l'occasion et en jouer des privilèges. Car le Canada nous offre plusieurs opportunités sur les plans d'éducation, de travail, de liberté d'expression et bien d'autres. En plus, je voudrais formuler quelques propositions et recommandations dans le cadre de contribuer à l'amélioration de l'intégration et vécu des jeunes africains francophones vivant dans la région d'Edmonton. Il s'agit notamment de l'érection des ateliers de dialogue, des échanges culturels entre jeunes natifs d'Edmonton et jeunes noirs francophones qui immigrent dans cette même région, de l'éducation culturelle et des enseignements des codes de bonne conduite dispensés dans des universités. C'est avec ces quelques éléments que le vécu des jeunes noirs francophones pourrait être amélioré. Tels sont les fruits de notre réflexion. Je vous remercie. Très bonne présentation, Alice. Elle mérite des applaudissements supplémentaires, c'est très bon. Donc, j'aimerais d'abord, avant de commencer, dire merci à la GEFAS pour l'opportunité de parler, de faire ces petits discours. Donc, je m'appelle Jean-Paul Gassigois, je fais partie de la GEFAS, je suis aussi membre du JAMIT, jeune ambassadeur itinérant. Je parle du même sujet qu'elle, les vécus des jeunes francophones africains noirs vivant dans la région d'Edmonton, obstacles et pistes d'amélioration. Le monde change et les mentalités aussi. Dans ces mondes globalisés, les relations interpersonnelles suivent par ailleurs la même tendance, c'est-à-dire une ouverture et une interdépendance à ces relations. Néanmoins, tout le monde n'est pas forcément arrivé à ces niveaux d'interaction. D'où l'objet de ces discours qui visent à rendre compte de la réalité d'un groupe d'individus qui ont parfois rencontré les problèmes d'interaction. C'est le cas des jeunes, précisément des jeunes noirs d'ascendance africaine récemment arrivés à Edmonton. Les raisons qui expliquent cette peine arrivée à interagir sont légion. J'ai choisi de m'attarder sur 5 points spécifiques qui illustrent à suffisance les antécédents qui mènent à ces défis. Mon expérience personnelle en est une réalité vivante. Donc, tout d'abord, en premier lieu, les racismes dans le système éducatif. Les racismes étaient un mal ambiant dans les systèmes éducatifs. Réalité que j'ai niée lorsque je suis arrivé ici. On me disait, ce sont des histoires. Jusqu'à ce que je l'expérimente moi-même. Notamment durant les travaux en groupe, les interactions entre étudiants et bien plus. Ou à cet effet, la répétition de ces actions, m'incite à un repli sur soi, dans la mesure où il s'avère être la solution idoine. De ces faits, la distance se crée alors entre eux et nous. C'est pour corréler cette idée que Saint Antoine disait qu'il est plus facile
d'élever les murs que de construire le pont. Le deuxième défi est celui de la non-reconnaissance de l'excellence des personnes d'ascendance africaine. Les travaux des groupes sont souvent les moins favorisés, comme je l'ai dit, car c'est avec qui je suis supposé travailler, mais font sentir que je ne suis pas capable d'être pertinent dans ce que je dis. Heureusement pour moi, je ne suis pas quelqu'un de nature à subir, mais à réagir de façon appropriée. Mais tel n'est pas toujours le cas de certains de mes proches qui ne sont pas aussi imposants. Et c'est le début des frustrations. En troisième lieu, difficulté de trouver un emploi conséquent. À la sortie de l'université, les difficultés à trouver un emploi qui sied au profil académique est plus fréquent chez les jeunes des couleurs. Il n'est plus à démontrer que nous sommes les plus exposés au chômage, des limogeages intempestifs et des clichés de tout genre. Façon de dire que cela pourrait être source des tourments et d'estime et des baisses d'estime de soi. En quatrième position, la pauvreté et les barrières économiques. Comme vous pouvez l'imaginer, ces situations précaires mènent à des problèmes financiers qui, eux aussi, qui mènent à des situations financières, ensuite à la pauvreté persistante. C'est l'une des raisons explicatives du taux d'endettement des jeunes noirs. La solution à tout ceci commence aussi par l'acceptation et la valorisation de soi. En cinquième position, c'est le bien-être de la jeunesse, famille et communauté des personnes en tendance africaine. On pouvait déjà le constater, tous ces problèmes vont finalement amener à un problème. Donc ces problèmes vont empiéter sur le bien-être de la jeunesse, car ils sont plus préoccupés à survivre qu'à vivre. Par ailleurs, certains jeunes vont essayer de s'éloigner de leur communauté, de peur de se faire juger ou de paraître problématiques. Mais comme on le dit souvent, au grand monde, les grands remèdes. Donc j'ai saisi de l'opportunité pour suggérer des propositions qui pourraient pallier ces mots afin d'améliorer la vie des jeunes africains. Je propose donc que les jeunes noirs redoublent d'ardeur dans les milieux scolaires pour atteindre l'excellence afin de remédier au rejet, stéréotypes visant à nous défavoriser sur plusieurs plans. Et face aux problèmes économiques et liés à l'emploi, que les jeunes africains tournent d'abord vers la communauté, car la communauté, la solidarité est mise de l'avant. De plus, il serait naïf de vouloir progresser seul dans un système bien trop pensé comme le Canada et ne pas s'attendre à pire arriver. Finalement, n'oublions pas de prendre soin de nous, car sans la santé, le corps ne nous est pas d'une grande utilité. On a souvent tendance à l'oublier et on se retrouve dans des problèmes. Pour clôturer ces discours, je dois encore remercier la GEFAS qui, à travers ses initiatives, essaie de répondre à tous ces mots en soutenant les jeunes africains noirs récemment arrivés et aussi des résidents. Ensemble, nous pouvons améliorer la vie des jeunes africains noirs en essayant de les aider à faire face à ces défis. En clair, arrêtons de cultiver la peur et les clichés, mais éveillons plutôt notre intelligence et discernement. Merci. Merci ma délégation. Moi c'est ma délégation, c'est ma délégation. Je suis fier de vous. Très très fier. Très très fier. Belle vous. Je veux commencer par la conclusion parce que dans la conclusion, on avait énoncé les différentes stratégies qu'on doit adopter pour lutter contre le racisme, pour lutter contre les discriminations. Et je ne vais pas reprendre ces stratégies-là. Autre chose, dans les exposés, on a énoncé, on a établi que le racisme est un fait au Canada. Je pense que la vidéo que vous avez suivie en dit long. Et donc,
j'ai pensé en liminaire, qu'on pourrait prendre ceci comme élément, comme postulat, comme hypothèse, que la responsabilité de lutter contre le racisme et contre les discriminations est une responsabilité qui incombe à titre principal à l'État. Et on l'a démontré dans ce qui était arrivé. Cependant, la société civile, les intellectuels, les organisations de la société civile, les chercheurs, les citoyens de bonne volonté, l'Église, tout le monde a sa part de responsabilité, notamment, et l'a terminé par notre part comme communauté. Et donc, à travers son exposé aussi, elle a énoncé, disons, elle a montré que l'instruction avait une part importante et que quand on ne connaît pas ces droits et tout ça, donc je prends comme sujet, donc sans répéter tout cela, je prends comme sujet l'idée que l'éducation est le moyen le plus efficace pour lutter contre les discriminations et contre les racismes. C'est ça l'idée que j'ai à développer. Et donc, je veux dire pourquoi, quelles sont les raisons qui me poussent à penser que l'éducation est le meilleur moyen. Pour moi, c'est le moyen le plus efficace. Mandela a parlé de l'arme pour lutter contre, pour lutter contre le racisme, l'apartheid, et même pour défendre sa propre liberté. C'est ce à quoi je crois, personnellement. Et ça m'a guidé tout mon cheminement. Et pour ne pas donner un exemple, quand j'allais au cours, il était hors des questions qu'un prof se mette à plaisanter. Non, c'était hors des questions pour moi. Ce n'était pas le lieu parce qu'il s'agissait de mon avenir. Quand il s'agit de mon avenir et que l'État vous paie pour me donner cours, vous le faites sérieusement. Ce qui fait que la dernière année, un prof s'amusait, je suis sorti de mon auditoire, je suis entré chez le secrétaire académique. J'ai dit au secrétaire académique que je n'irai plus jamais à ce cours-là jusqu'à la fin. Donc, quand il s'agit de l'avenir de chacun, on ne joue pas. Il faut prendre, c'est chacun qui doit prendre sa responsabilité. Et quand je faisais mes cours, je ne les faisais pas à moitié. Je les étudiais sérieusement. C'est pour cela, c'est pour terminer comme témoignage, quand j'enseigne, je me mets toujours à la place, je me dis, ce cours devrait être le meilleur moyen pour que celui qui m'écoute soit bon et apprenne à se défendre. Donc je mets l'énergie, la volonté qu'il faut, parce que l'éducation c'est le meilleur moyen pour arriver à une société sans discrimination, une société prospère, une société harmonieuse. J'avais deux points. La première partie, c'est établir l'idée, démontrer que le racisme est un fait au Canada. Et j'avais choisi les décisions pour ne pas donner mon émotion. Je ne voulais pas que quelqu'un me dise qu'il n'y a pas de discrimination au Canada. Et pour le faire, je me suis appuyé sur les décisions des tribunaux et des rapports officiels qui disent que le racisme existe.